grande messe de l'actualité, c'est sur MTV+. Bonsoir à tous, voici les grandes articulations de ce journal. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, un modèle d'engagement humanitaire en partenariat avec la Société ivoirienne de neurochirurgiens. L'institution sanitaire offre des soins gratuits aux enfants atteints des maladies de SPINA et d'hydrocéphalie. Sur le plan économique, l'Afrique peine à se développer. La Covid-19, le réchauffement climatique et les conflits armés constituent des facteurs aggravants de la précarité du continent. M. Abdoul Salam, administrateur à Banque mondiale, nous explique la singularité du continent. Et puis, le président français Emmanuel Macron est en tournée au Proche-Orient. L'homme d'État français propose une issue diplomatique au conflit entre Israël et le Hamas. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour 15 minutes d'actualité. Commençons tout de suite ce journal par cette information importante pour l'économie ivoirienne. La ville de San Pedro attire des investisseurs français. En partenariat avec leurs homologues ivoiriens, ils ont effectué une visite de prospection dans cette cité portuaire ivoirienne. Le constat tout de suite dans ce reportage. Tourisme, hôtellerie, ville nouvelle, agriculture, pêche. La ville de San Pedro a presque tout ce qu'il faut pour attirer et conquérir des hommes d'affaires du monde entier, en particulier ceux de la région sud de France. Une dizaine d'entre eux a fait le déplacement en Côte d'Ivoire à l'invitation de leurs homologues ivoiriens pour mieux appréhender ces opportunités d'investissement. On a des acteurs qui sont des pure players d'intelligence artificielle et qui proposent en fait des solutions qui pourraient bénéficier à la Côte d'Ivoire. Et plus personnellement, donc Vidétix, on propose des solutions d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Donc on pourrait travailler avec la Côte d'Ivoire, avec les caméras qui sont existantes. En ce qui concerne le port de San Pedro, nous avons exposé sur le port de Plaisance, qui va donc permettre d'accélérer le volet touristique au niveau du port de San Pedro. Et les opérateurs qui font partie de la délégation ont bien confirmé leur intérêt pour le port de Plaisance et également la transformation des matières premières qui transitent par le port de San Pedro. Cette mission d'imprégnation des hommes d'affaires de la région sud de France est l'œuvre du businessman ivoirien Alain Quadio. Nous croyons au potentiel économique de la ville de San Pedro et de toute la région autour de la ville de San Pedro. Nous sommes convaincus que c'est le prochain relais de croissance, c'est le prochain pôle de développement économique de la Côte d'Ivoire. On a des sujets éminemment en partage. La gestion des grands ports, c'est des choses que nous savons faire en région sud. Le besoin d'un développement touristique, c'est des choses que nous savons faire ensemble en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On peut trouver à monter des partenariats publics-privés qui permettront à la fois aux entreprises ivoiriennes de s'épanouir dans ce développement et aux entreprises de notre région d'apporter sur ce territoire peut-être des compétences, des savoir-faire. Les parties ivoiriennes et françaises promettent que ces intentions d'investissement devraient se concrétiser dans un proche avenir. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, dans une démarche humanitaire en partenariat avec la Société de neurochirurgiens de Côte d'Ivoire. Cette institution sanitaire vient de prendre en charge une trentaine d'enfants. Ceux-ci sont atteints des maladies de SPINA et d'hydrocéphalie. On en sait plus dans ce reportage. Le spina bifida est une malformation congénitale qui empêche la moelle épinière de se développer correctement. Quant à l'hydrocéphalie, elle désigne un excès de liquide céphalo-rachidien au niveau du cerveau. Ces deux pathologies touchent en majeure partie les enfants. En Côte d'Ivoire, les chiffres officiels font état de 19% de cas pour l'hydrocéphalie et d'un cas de spina bifida sur 1000 enfants consultés dans les hôpitaux ivoiriens. Lorsque l'hydrocéphalie est détectée tôt et que l'intervention se fait tôt, en général, l'enfant grandit sans séquelles. Il va aller normalement à l'école et tout. Le spina bifida, par contre, il y a plusieurs formes. L'intervention ne va pas guérir la maladie. Après, il y a un gros suivi puisque c'est des enfants qui vont être paralysés du membre inférieur. Et en fonction des degrés de paralysie, ils vont récupérer un peu ou ne pas récupérer du tout. À la faveur de la Journée mondiale de lutte contre le spina bifida et l'hydrocéphalie, la Société ivoirienne de neurochirurgie s'allie à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville pour délivrer des consultations gratuites, mais aussi des interventions chirurgicales à titre gracieux pour les enfants. Pour tous ces patients qui seront pris en charge, ce sont des techniques révolutionnaires que nous allons utiliser. Par exemple, comment opérer une hydrocéphalie avec l'endoscopie. Donc c'est une technique révolutionnaire aujourd'hui que nous commençons à l'hôpital mère-enfant
avec bien entendu l'aide de la Société ivoirienne de neurochirurgie. En tout, 30 enfants seront pris en charge durant ces 2 journées de lutte contre le spina bifida et l'hydrocéphalie. Ces journées sont placées sous le parrainage de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Kabila. L'actualité africaine, à présent, le monarque britannique Charles III prépare une visite officielle au Kenya. L'information a été divulguée à l'occasion d'une audience accordée à la diaspora kenyane basée à Londres. Le roi Charles III et la reine Camilla ont rencontré des membres de la diaspora kenyane du Royaume-Uni lors d'une réception au palais de Buckingham. Cet événement intervient alors que le couple royal prévoit une visite officielle de ce pays d'Afrique de l'Est du 31 octobre au 3 novembre. Il s'agira du premier voyage de Charles dans un pays du Commonwealth depuis son couronnement l'année dernière. Charles et Camilla visiteront les régions de la capitale Nairobi et Mombasa. Cette visite sera l'occasion d'évoquer les aspects les plus douloureux de l'histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya dans les années précédant l'indépendance. Entre 1952 et 1960, plus de 10 000 personnes ont été tuées au Kenya à la suite de la révolte des Mau Mau contre le pouvoir colonial, l'une des répressions les plus sanglantes de l'Empire britannique. Après une procédure en justice qui a duré plusieurs années, le Royaume-Uni a accepté en 2013 de dédommager plus de 5 000 Kenyans pour le traitement qui leur a été infligé pendant le soulèvement. Une autre source de tension est liée à la présence de militaires britanniques au Kenya. En août, le Parlement kényan a lancé une enquête visant l'armée britannique qui dispose d'une base en périphérie de la ville de Nanyuki à environ 200 km au nord de Nairobi. Toujours sur le plan africain, la Covid-19, le réchauffement climatique, mais encore les conflits armés sont des facteurs aggravants de la précarité économique du continent. Monsieur Abdoul Salam, gouverneur à la Banque mondiale en charge du groupe Afrique 2, nous explique la singularité économique du berceau de l'humanité. La récente polycrise, notamment les problèmes liés au climat, à la pandémie de Covid-19 et à la multiplication des conflits, ont accéléré l'augmentation de la dette des pays africains. Selon les récentes données du Fonds monétaire international, la dette publique des pays d'Afrique subsaharienne atteignait 57% du produit intérieur brut fin 2022, soit une vingtaine de pays du continent qui sera en situation de surendettement ou en voie de l'être. Interviewé par Africa 24, Abdoul Salam Bello, administrateur du groupe Afrique 2 au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, revient sur les fondements du surendettement des pays africains. Nous avons une difficulté d'accès désormais, plus encore qu'auparavant, aux ressources concessionnelles. Or, nos pays ont quand même des besoins importants, du fait même de la jeunesse de la population, du fait même des questions de connectivité, justement, liées à l'intégration régionale, liées à l'accès au marché, liées à la question de l'énergie. Tous ces sujets-là amènent bien sûr les gouvernements de nos pays à chercher en permanence des financements pour adresser les besoins de développement, les besoins économiques. Les chiffres officiels indiquent un taux de mobilisation de ressources internes des pays africains s'évaluant à moins de 10%, l'un des plus faibles taux au monde, afin de permettre à la majorité des pays africains en voie de développement d'être plus résilients face aux chocs liés à l'insécurité, au climat et à l'endettement. Le haut responsable juge nécessaire de tripler l'enveloppe de 93 milliards de dollars mobilisée en 2022. Il faut qu'on arrive déjà à tripler l'enveloppe existante. Cette enveloppe est de 93 milliards de dollars mobilisée il y a 1 an et demi. Nous disons qu'il faut tripler cette enveloppe justement pour aider à adresser les différents chocs auxquels font face nos pays, que ce soit les chocs liés à la sécurité ou à l'insécurité, les chocs liés au climat, mais aussi les autres chocs liés notamment à l'endettement, entre autres. L'exploitation du potentiel des ressources naturelles et l'investissement dans le potentiel humain pourraient permettre d'améliorer la viabilité des finances publiques et de la dette des pays africains. Au cours des 3 prochaines décennies, l'Afrique connaîtra une augmentation nette de sa population, prévue de 740 millions de personnes d'ici à 2050, selon les estimations de la Banque mondiale. Le continent africain en difficulté malgré d'énormes potentialités économiques. Vous pouvez le constater tout de suite avec ces chiffres qui sont honorables. Le produit intérieur brut du continent a atteint la barre de 2700 milliards de dollars en 2021.
Avec un énorme marché de consommation estimé actuellement à 1,4 milliard et qui devrait doubler à 2,8 milliards d'habitants d'ici 2050, sa richesse en ressources naturelles, notamment des minerais, des hydrocarbures et 65% des terres arables non cultivées, sa position géographique stratégique pour le commerce mondial, l'Afrique possède des atouts importants qui lui permettent de jouer un rôle majeur dans la revitalisation de l'économie mondiale au cours des prochaines décennies. C'est ce qu'indique Atlantic Council, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales dans son rapport publié le 5 octobre 2023. L'Afrique peut être un élément pertinent de la croissance mondiale si elle parvient à développer certains atouts, d'autant qu'on sait qu'elle a une population jeune, donc si elle s'appuie sur la formation, elle pourra être un facteur de croissance, d'autant qu'on sait qu'elle a des matières premières, elle a des terres très fertiles, donc bien évidemment que les autres pays, notamment occidentaux, peuvent s'appuyer sur l'Afrique pour en faire un levier de croissance mondiale, d'autant qu'on sait que les croissances sont en berne en ce moment. L'accent mis sur le développement des investissements substantiels dans les infrastructures physiques et sociales, l'Afrique pourrait contribuer à l'économie mondiale à hauteur de 20 000 milliards de dollars en 2050. En outre, le produit intérieur brut de l'Afrique est passé de 900 milliards de dollars en 1990 à 2 700 milliards de dollars en 2021 selon le rapport. Les défis de l'Afrique, c'est surtout sortir de l'extrême pauvreté et mettre sa population au travail. Et donc, pour réaliser ces défis, il faut non seulement lutter contre l'extrême pauvreté, avoir des revenus suffisants et mettre la population en emploi. Donc, je pense que c'est ces deux facteurs. Le facteur sécuritaire qui va permettre d'avoir plus de stabilité et générer un climat des affaires permettant d'attirer les investissements. Et le second facteur, c'est bien évidemment le capital humain, former sa population afin qu'elle soit apte à relever les défis. Cependant, pour réaliser pleinement ces opportunités, l'Afrique doit également relever des défis tels que la corruption, les inégalités, les infrastructures insuffisantes, l'instabilité politique. Entre 2019 et 2023, au moins 6 pays du continent africain ont connu des coups d'État, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, le Soudan et le Gabon. Un mot de diplomatie parlementaire dans cette édition, c'est la ville camerounaise de Yaoundé qui va abriter la 44e conférence ministérielle de la francophonie. Cette ville capitale du Cameroun peut se frotter les mains en termes d'opportunités. Après Djerba en Tunisie en 2022, c'est Yaoundé, la capitale camerounaise, qui va accueillir la 44e conférence ministérielle de la francophonie. Le rendez-vous politique vise à mener des réflexions sur les orientations de la coopération multilatérale francophone, autant qu'il ambitionne de proposer des solutions sur les questions d'actualité dans l'espace francophone. La conférence est placée sous le thème « Bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones, fille du cadre stratégique de l'OIF pour la période 2020-2030 ». L'évocation de cette thématique me permet de saluer sa pertinence. Au regard de l'actualité récente dans l'espace francophone, marqué par de nombreux défis, notamment politiques, sécuritaires, économiques, écologiques, culturels, entre autres. De surcroît, ce sujet a le mérite de placer nos citoyens de notre espace au cœur de la réflexion et de l'action multidimensionnelle des États avec comme dénominateur commun la bonne gouvernance. En prélude à la tenue de cet événement politique majeur, les représentants de 88 pays membres de l'institution se sont retrouvés à Yaoundé le 23 octobre 2023, le temps d'une communication diplomatique qu'a donné le ministre des Relations extérieures du Cameroun, le jeune Mbela Mbela. Il a tenu à rassurer sur l'état des préparatifs de l'événement que le Cameroun organise pour la première fois. Rendu à quelques jours de cette grande messe francophone, je me réjouis de l'état d'avancement des préparatifs de cet événement. Tous les aspects liés à l'organisation technique et matérielle sont en cours de finalisation. Les aménagements de circonstances au Palais des Congrès de Yaoundé, site principal des travaux, sont en cours.
La conférence ministérielle de la francophonie est un rendez-vous annuel qui a pour but d'assurer la continuité politique du sommet de l'institution. Un accent sera mis lors de ces travaux sur le suivi de la situation politique et institutionnelle des pays de la francophonie et la structuration d'un plaidoyer sur la bonne gouvernance dans l'espace francophone. Terminons cette édition avec l'agenda du président français. Emmanuel Macron est en tournée au Proche-Orient. L'homme d'État français essaie de mettre un terme à la crise qui oppose Israël au Hamas à travers des solutions diplomatiques. Il a rencontré dans ce cadre plusieurs chefs d'État et l'autorité palestinienne. Un peu plus de 2 semaines après l'attaque du Hamas, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite en Israël et en Cisjordanie occupée. Depuis Jérusalem, le dirigeant français a proposé que la coalition internationale qui combat Daesh puisse lutter contre le Hamas, une organisation considérée comme terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Plus tard dans la journée, lors d'une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron a déclaré que rien ne saurait justifier les souffrances des civils à Gaza. سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون محاسبة أو عقاب. Pendant ce temps, Washington redoute un embrasement du conflit au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a adressé mardi une mise en garde contre l'Iran, déclarant que les États-Unis agiraient de manière décisive à toute attaque. Téhéran, allié du Hamas, avait prévenu dimanche que si Israël ne mettait pas fin à ses attaques contre Gaza, la situation au Moyen-Orient risquerait de devenir incontrôlable, transformant la région en une véritable poudrière. Voici qui va un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à tous nos collaborateurs en régie. Cette édition a été signée Linda Tepi. Merci à Alpha Sanogo et Mohamed Balo pour leur brillante contribution. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente soirée de programme sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.